Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Abside de la famille. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager l'histoire de mon invitée qui a connu l'hyperémèse gravidique, 4 naissances de bébés prématurés. Elle a également connu le cerclage du col, la réanimation, la néonate. Et Matara, je vais te laisser te présenter aujourd'hui. Alors bonjour à tous, je m'appelle Mathilda, je suis maman de 4 enfants, de 4 grands prématurés effectivement, parce que, j'ai vécu, une maladie qui se retrouve seulement pendant la grossesse. Donc, je suis là pour, témoigner aujourd'hui. Donc, l'hyperémèse gravidique, c'est une maladie qui est peu connue, mais qui Oui, touche quand même beaucoup de femmes, femme. environ 10% des grossesses, ce qui est quand même énorme. Est-ce que toi, tu peux nous raconter ton histoire, comment ça s'est passé et Bien cetera? sûr. Alors, en fait, moi, je suis tombée enceinte à l'âge de, 20 ans, de mon premier. J'ai eu des vomissements, dès le départ, dès le début de ma grossesse. Je pensais que c'était normal parce que j'étais jeune, on disait que pendant la grossesse, on vomissait les 3 premiers mois, tout ça. Sauf que j'ai vomi pendant 7 mois, à tel point qu'un jour, je me suis rendue, à l'hôpital pour demander d'être perfusée au Primperan, pour essayer d'arrêter les vomissements parce que tous les cachets, ben, je les revomissais, comme tout, comme l'eau, comme les médicaments, comme la nourriture, tout ce qui passait ne passait pas réellement et je suis arrivée à l'hôpital du coup, et en fait, j'étais en train d'accoucher. Donc je me suis retrouvée, déjà dilatée à 4. À 7 mois. 7 mois, sans contraction, j'avais pas de contraction pour mon premier. J'ai accouché dans la foulée, dans la soirée. Waouh! Et en fait, si tu veux, j'ai pas été, pris en charge, comme il le fallait parce que je ne connaissais pas la maladie et que pour moi, c'était normal. Mon gynéco de l'époque, c'est quelqu'un que j'avais pris à l'hôpital. Enfin, j'étais jeune, donc j'étais pas vraiment, concentrée, on va dire. Et ça s'est passé comme ça. Donc je l'ai mal vécu, mais Dieu merci, mon fils, allait bien. L'accouchement s'est très bien passé, mais j'ai quand même accouché à 7 mois de mon premier. Voilà, mon premier garçon. Ensuite, j'ai eu mon deuxième fils Milan, 2 ans après. Et là, ça a été beaucoup, beaucoup plus difficile. J'ai enfin pu mettre des mots sur la maladie toute seule. C'est-à-dire que je me suis renseignée sur les réseaux, je me suis renseignée sur internet parce que c'était des vomissements incoercibles, c'était des vomissements de 0 à 50 fois par jour. Même l'eau, tout ça, j'étais déshydratée, et j'étais suivie à l'époque par une gynécologue dont je tairai le nom, hem, qui a décidé, à 4 mois de grossesse moi je vois ça comme un internement, de m'enfermer à l'hôpital, dans le noir, sans téléphone, sans visite, parce que, elle estimait que je faisais un rejet de mon bébé. Pendant combien de temps? J'ai été hospitalisée, 10 jours, voilà, et j'ai fait une décharge pour sortir parce que je devenais, folle. J'avais l'impression qu'on me prenait pour une folle, enfin, il me rentrait des trucs dans la tête en me disant: «Voilà, vous faites un rejet de votre bébé, vous vomissez, mais ça arrive à tout le monde de vomir», sauf que non, ça arrive pas à tout le monde de vomir de cette façon, des vomissements incoercibles jusqu'à 50 fois par jour. C'est à n'en plus finir. Donc C'était il y a combien de temps? alors Milan, c'était il y a, une dizaine d'années. Donc c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. C'est Ah pas oui, si vieux. c'est pas si vieux. Est-ce qu'on t'a demandé ton consentement? Pas du tout, Comment ça s'est passé pas en du fait? tout. En fait, donc j'étais suivie par cette gynécologue et je lui demandais régulièrement de me recevoir parce que, j'étais démunie, parce que j'en pouvais plus, enfin vraiment j'en pouvais plus et je pense que le fait de l'avoir sollicité peut-être trop à son goût, ça l'a énervée et elle a décidé voilà, de m'enfermer, dans une clinique pendant 10 jours pour que une clinique privée, pour que ça passe et parce que de toute façon dans le noir, ça finirait par passer. Sauf que c'est pas un rejet d'un bébé, c'est une vraie maladie, l'hyperémèse gravidique. Voilà. Alors, l'hyperémèse gravidique, à l'époque, les médecins estimaient que c'était une maladie psychologique, où en fait, les femmes faisaient un rejet de leur bébé et donc se faisaient vomir. Pour que les gens se rendent compte, en fait, c'est des vomissements donc jusqu'à 50 fois par jour et nuit. Ah mais c'est Donc on ne dort plus, constant. on ne mange plus, on ne travaille plus, on ne fait que vomir. Et donc, au XXe siècle, on s'est rendu compte que non, c'est une vraie maladie hormonale qui arrive pendant la grossesse. Ah oui. Et donc, tant la maladie est importante, elle peut avoir des conséquences sur le psychique parce que on ne dort plus, on est malade, personne ne nous croit, on est quand même très isolé parce que le vomissement socialement, on va pas se mentir. Bah non, mais bien sûr. Tu vas pas au resto avec des amis alors. Ah bah non, mais c'est impossible, tu as plus de vie, hein, pendant cette grossesse, enfin pendant la grossesse, tu as pas de vie. Exactement. Donc, psychologiquement, ça a un réel impact. Et donc, à l'époque, donc avant le XXe siècle, on pensait que les stimulations donnaient des vomissements. Donc, on enfermait les femmes dans des salles noires en disant au moins il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de bruit, et au moins elle arrête de rejeter son bébé. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que c'est faux.
Et toi, ça t'est arrivé il y a 10 ans. Ouais. Comment tu l'as vécu quand tu étais enfermée dans ces pièces? Je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce que j'avais déjà mon premier fils et je n'avais pas de contact avec l'extérieur. Il avait C'est-à-dire quel que âge? mon fils, il avait 2 ans, il s'apprêtait à avoir 2 ans. Il avait 2 ans au mois de janvier, ouais, c'est ça. Et en fait, on m'a enfermée vraiment, comme si j'étais une folle, quoi. Comme si cette grossesse, ce bébé, je n'en voulais pas. Alors qu'il était désiré, il était déjà aimé, et voilà. Et en fait, ce qui est très compliqué dans cette maladie, c'est pendant la grossesse et c'est l'après. Parce que, le fait de vomir constamment, ça provoque des contractions. Et qui dit contraction, dit, ben, accouchement prématuré. En tout cas pour ma part, mes 4 bébés ont été prématurés et surtout mon deuxième a été grand prématuré, parce que 2 mois après mon hospitalisation, j'ai accouché à 6 mois de grossesse. Voilà. Et durant, ton hospitalisation, comment te traitait le corps médical? Est-ce qu'ils étaient bienveillants? Est-ce qu'au contraire, ils Bah, il y avait quasiment pas de visite. On me demandait même pas si j'allais bien, rien. On m'a enfermée pendant 10 jours dans une pièce noire. et tu faisais quoi? Tu Je donnais, pièce noire à Larva? Ah ben rien, j'ai même pas le droit à la télé. J'avais même pas le droit à la télé. J'avais demandé à mon ex-compagnon, mon père de mes enfants, de pouvoir me prendre la télé. Il m'a dit: «Mais on peut pas, enfin, on tu pas le droit, ils veulent pas». Et du coup, ton premier enfant, tu n'avais même pas de nouvelles de lui à ce moment-là? Non, rien. J'ai mon ex-compagnon qui a pu passer me voir une fois sur les 10 jours. Voilà, Et donc cette salle, elle existe encore, bien en sûr. fait? Ouais. Pour l'anecdote, j'ai une personne de mon entourage qui a vécu la même maladie que moi et son petit garçon a juste 3 ans et elle a été internée. Ils l'ont internée parce qu'ils pensaient qu'elle était folle. Est-ce que tu as vécu ça comme une, violence obstétricale? J'ai vécu ça, j'ai très mal vécu ça parce que j'ai pas été écoutée ni entendue et c'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie hormonale donc qui persiste que pendant la grossesse. Une fois qu'on accouche, étant donné qu'il y a plus d'hormones de grossesse, ça passe, mais pendant la grossesse, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Et du coup, voilà, comment elle s'arrête cette maladie? Est-ce que c'est le jour où tu accouches, c'est fini? Ouais, en fait, dès qu'il y a plus d'hormones de grossesse dans le corps, fini. Est-ce que du coup, tu es soulagée une Ouais, fois que tu as accouché? ouais. Et c'est très égoïste parce que, après je vais te parler de la naissance de mes jumelles, mais tu as envie d'accoucher et des fois tu te dis même: «OK, il va être préma, mais je vais y rester sinon quoi. Si je continue comme ça, je vais y rester». Tu t'es vue mourir? Ah ouais, ah ouais et mon entourage pourra en témoigner, je passais des heures et des heures à vomir, tout, même l'eau et en fait, tu as l'impression de mourir de faim, de mourir de soif, tu vois? Et psychologiquement, en plus, pour le bébé, tu as tendance à toujours manger plus, toujours boire plus parce que vu que tu vomis, bah, tu veux pas qu'il manque de quoi que ce soit. Sauf qu'un bébé, ça puise toujours dans les réserves, c'est ce qu'ils disent. Mais enfin, jusqu'à un certain stade, parce que moi, mon fils est né à 6 mois de grossesse et il faisait, tout juste 1 kilo, quoi. Ah ouais. Et toi, tu avais pris du poids quand même? J'avais pris, pour mon deuxième, j'ai pris 5 kilos à 6 mois de grossesse et voilà. Mais ouais, ça a été très compliqué, surtout, à la naissance pour lui, ouais. Et comment tu l'as vécu du coup, cette prématurité? Est-ce que, tu as culpabilisé? Oui, au début, pour mon grand, j'ai accouché à 7 mois de grossesse, donc il est né, il a fait 12 jours de néonat, donc lui, ça allait à peu près. Bon, une semaine après sa sortie, donc il avait peut-être, 15 jours, il m'a fait une bronchiolite, donc il était très fragile, il a été hospitalisé en réa, tout ça, enfin il était vraiment, vraiment, vraiment mal en point pendant un certain temps et j'ai culpabilisé parce que je me suis dit: «C'est moi qui ai pas réussi à le garder au chaud. C'est moi qui, enfin c'est à cause de moi, c'est à cause de mes vomissements». Surtout que la première grossesse, je ne savais pas ce que j'avais. Eh Tu oui. vois? J'avais pas mis de mots sur cette maladie. Je pensais que c'était normal de vomir comme tout le monde. Comme on entend, on vomit les 3 premiers mois et tout. Bon, bah, moi je me suis dit: «Ça a duré un peu plus de temps» et par contre pour mon deuxième, c'était très compliqué parce que Milan est né donc à 6 mois de grossesse. Il a eu de gros problèmes de santé. Quand il est né, bon, ils m'ont emmené tout de suite. Il a été en réanimation, entre la réa et la néonate, il a passé 72 jours, donc il est pas rentré à la maison. Hem, Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que Milan, bon, il a été intubé, hein, tu te doutes bien qu'il arrivait pas à respirer tout seul, il arrivait pas à manger tout seul. En fait, il était pas fini, donc son estomac n'était pas assez mature pour pouvoir manger. Hem, Ses poumons, bah, il m'avait fait les piqûres de corticoïdes pour pouvoir, ouvrir ses poumons et qu'il respire convenablement tout seul. Ça marche, mais bon, c'est compliqué, quoi. Il était tout petit et Milan, ce qui a été, le plus difficile pour moi, qui est dû à la maladie, la prématurité est vraiment due à cette maladie, pour ma part.
C'est qu'à 1 semaine de vie, ils lui ont fait, une écho du cerveau et ils ont trouvé des saignements, donc liés à la grande prématurité, tu vois? Et donc c'est là où j'ai culpabilisé parce que je me suis dit: «Si j'avais réussi à le garder au chaud, il aurait pas eu ça» et fatalité, on a passé 3 semaines avec une épée Damoclès sur la tête parce que, il avait cette dilatation. Donc si tu veux, dans le cerveau, tu as des ventricules où tu as du liquide encéphalo-rachidien dedans et Milan, en fait, il avait un caillot de sang qui bloquait un ventricule et du coup, sous la pression, son cerveau augmentait, en fait, tu vois? Donc aujourd'hui, il a une dilatation anormale comparée à nous, et les médecins, à l'époque m'avaient pris dans le bureau en me disant: «Voilà, on ne sait pas ce que ça a touché chez votre fils. On ne sait pas s'il marchera un jour. On ne sait pas s'il va parler. On ne sait pas s'il aura une forme d'autisme» et donc ça a été très compliqué. Il a été suivi pendant 6 ans dans on appelle ça un camp, c'est pas un camp pour grands prématurés, si tu veux, sur Nice et suite à ça, Dieu merci, il a pas gardé de séquelles, on va dire, aujourd'hui. Hem, Même si c'est un petit garçon qui est hypersensible. Alors, plus, plus, plus. Ça, il est vraiment, vraiment hypersensible. Il prend tout très à cœur, et il est dans son monde quand même, tu vois? C'est-à-dire, c'est un petit garçon qui a toujours besoin de s'isoler, de jouer tout seul alors qu'il a des frères et sœurs, voilà. Moi, je pense que son parcours, de toute façon, lui a laissé des traces, ça, c'est sûr. Mais j'ai eu cette chance que certaines personnes n'ont pas avec cette maladie, qu'il ait, des séquelles à moindre mal, quoi. Oui, bien Parce qu'il sûr. a quand même, enfin, il faisait 34 centimètres, il faisait la taille d'une règle, quoi, tu vois? Et il faisait 1 kilo, Incroyable. tu vois? Et il a saigné quand même pendant 3 semaines durant, sans s'arrêter, dans le cerveau et tu as 4 stades d'hémorragie intraventriculaire. Quand ils l'ont décelé, il était déjà au stade 3. Voilà et le 4, c'est un peu fatidique, quoi. Est-ce qu'il a eu des opérations ou Non, des choses? justement. Ils ont hésité, mais ils ont été très honnêtes avec moi. Heu, le cerveau, c'est une source d'infection, enfin, quand tu ouvres avec tout ce qu'il y a, c'est voilà. Ils m'ont dit Les médecins m'ont pris en me disant: «Écoutez madame, si on l'opère, il y a des risques d'infection parce qu'on peut vous dire que tout est stérile une fois que c'est ouvert». Le cerveau, enfin, tu vois, il te passe des instruments dedans. Ils m'ont dit: «Voilà quoi, on va éviter au maximum le». Donc ils ont attendu, ça a dilaté et en fait un jour ça s'est arrêté de saigner et du coup, ben, il est sorti d'affaire comme ça au bout de 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, ça a été très compliqué, ouais. Comment tu l'as vécu ça? Je l'ai très mal vécu. Je l'ai très, très mal vécu, d'autant plus que j'étais rentrée chez moi parce qu'à l'époque, on était 2 par chambre. Et la personne qui était à côté de moi était complètement irrespectueuse. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire et donc elle faisait venir, son mari à 4 heures du matin, il fumait, dans la chambre, elle se faisait les ongles, enfin bref, une cata et j'ai dit: «Il faut que je rentre chez moi parce que je suis même pas, disponible pour mon fils comme je voudrais l'être». Donc je passais des heures en réa avec lui, mais en plus au départ, mon fils, je pouvais pas le prendre. J'avais le droit seulement de le toucher et pour pas lui faire mal, tellement il avait la peau fragile, je pouvais même pas le caresser. J'ai le droit de poser que les mains, tu vois? Et pas lui faire des caresses et tout parce que ça aurait pu l'irriter. Et c'était aussi dans une pièce noire, du coup, j'imagine? Ouais, ça c'était ouais, il y avait quelques lumières pour lui, mais très très, enfin à basse, ouais, à basse lumière, basse luminosité parce que, il fallait pas l'agresser quoi, au niveau des lumières, des sons, de tout ça quoi. Bien sûr. Donc voilà, puis après il a passé du temps en néonat et 6 ans, ouais, pour faire de la rééducation, pour lui apprendre à marcher, Combien de temps il est resté en néonat? en néonat, il a fait 42 jours en réanimation et il a fait 30 jours en néonat. Mmh. Mmh. Et pendant tout ce temps-là, est-ce que tu t'es sentie quand même épaulée, écoutée, Oui, accompagnée? énormément. Contrairement à ta Énormément, grossesse? contrairement à ma grossesse et ouais, j'ai été vraiment écoutée, d'autant plus que, ma gynéco de l'époque, elle a même pas pris de mes nouvelles, hein. Elle m'a dit: «Bon, il faut accoucher à l'Archer parce que c'est les grands prémas, merci, au revoir», parce qu'elle, elle accouchait pas dans cet hôpital. Elle prenait même pas de nouvelles ou savoir même si mon fils allait bien. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Donc voilà, ça c'est pour Milan et puis après j'ai eu les filles. Est-ce que ça a été un trauma pour toi quand même, cette chambre noire où elle t'a enfermée? Complètement, complètement. Je m'étais dit, «Je n'aurai plus jamais d'enfants». Alors que mon désir était d'en avoir 3. Avec le père de mes enfants, on en voulait 3. Et je m'étais dit: «C'est fini, j'ai vécu un calvaire, je veux plus revivre ça» parce que tu sais, je vais te dire une chose c'est important d'en parler. L'hyper-MS gravidique te donne des envies noires. Parce qu'en fait et c'est là où ils te disent que tu es folle, au lieu de te prendre en charge. C'est facile, ils te mettent dans une chambre, ils t'enferment dans le noir, ils te disent: «Tu es folle», voilà. Ils te donnent des envies noires parce qu'en fait, tu as l'impression que tu es
personne t'écoute. Tu pas aidé. C'est toi et ton mal-être et tu culpabilises tout le temps. C'est-à-dire ton bébé, mais si tu accouches prématurément, il s'en sortira pas, qu'est-ce qui va lui arriver par la suite? D'autant plus que moi, j'avais déjà eu mon premier et qui a eu quelques soucis, même si c'était pas pareil que Milan et en fait, quand tu pas écouté, hem, quand tu pas épaulé pour ce genre de maladie, c'est très difficile. Tu te sens vraiment seul. En fait, c'est toi et ta force intérieure, quoi. C'est incroyable qu'il y ait pas plus de sensibilisation sur ces sujets. C'est pour ça, merci à toi déjà d'être là aujourd'hui parce que il faut vraiment en parler et il faut que des femmes qui sont dans ta situation se disent: «Mais en fait, je suis pas folle, je suis juste C'est ça. malade mentalement». Voilà. Il y en a plein qui sont pas au courant et j'ose espérer qu'avec, avec ce tournage qu'on fait aujourd'hui, il y ait plein de filles qui se reconnaissent et qui se disent: «Non, je suis pas folle. Ce que j'ai vécu, c'est pas de la folie, c'est j'ai été malade. Oui. J'ai été malade» et moi, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que je me suis retrouvée sur un groupe sur Facebook à l'époque, où il y avait peu de personnes, on devait être 300. Je pense que le groupe aujourd'hui doit compter peut-être 20 000 personnes, tu vois? Et on discutait et tout et on se donnait des petits conseils, on essayait parce qu'après c'est tout ce qui va avec les odeurs, les nausées, enfin c'est un calvaire. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre, quoi, tu vois? Ah non. Et on s'est vraiment, vraiment épaulés et je sais qu'aujourd'hui ça prend quand même un peu plus d'ampleur qu'avant. On en parle un peu plus. Il me semble, même si je te dis pas de bêtises, qu'il y avait une émission sur, je crois que c'est France 2 avec, Faustine, Bollard, je sais pas comment on dit, voilà, qui a fait une émission sur ça. Hem, donc maintenant, on en parle un peu plus et moi, ce qui m'a aidée dans ce groupe aussi, c'est qu'à l'époque, cette maladie est connue au Canada. Elle est plus connue au Canada qu'ici en France et ils ont des médicaments, qui te donnent sans ordonnance là-bas et qui t'aident à quand je dis moins vomir, c'est au lieu de 50, c'est 40. Mais pour toi, C'est énorme. c'est une victoire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis: «Bon» et tu as quand même beaucoup moins de nausées et tout, donc c'est quand même, voilà, donc moi, ce groupe m'a beaucoup, beaucoup aidée, ouais, à l'époque. OK. De te sentir, reconnue en fait. Complètement. Et je comprends quand tu parles d'idées noires parce que déjà la grossesse, hormonalement parlant, c'est difficile à vivre pour une femme. On est quand même dans une société qui soutient peu, voire pas du tout, les femmes enceintes. C'est ça. Tu en avais déjà un premier à ce moment-là. Et le fait de ne pas être entendu, ne pas être écouté, ne pas dormir, ne pas manger, ne pas avoir de vie sociale, l'isolement, en fait, c'est le combo que tu donnes en temps de guerre aux prisonniers. Ouais, c'est ça. Tu les empêches de dormir, tu les empêches de manger, tu les empêches d'avoir une vie sociale, et puis en fait, tu les enfermes et tu les rends fous. Exactement. Et du coup, effectivement, du moins si t'étais pas folle avant d'aller dans cette pièce noire, il y a de quoi le devenir. Ah mais moi, Et puis même du c'est ça. temps. Mais complètement, tu sais même plus quelle heure il est, tu sais même pas si c'est la nuit, le jour, toi, tu es enfermé dans le noir. Je ne voyais pas la lumière du jour pendant 10 jours, j'ai pas vu et j'ai fait une décharge. J'ai signé une décharge parce que je me suis dit: «Mais là, je vais devenir folle pour de bon, par contre», tu vois? Tu dis: «À t'enfermer comme ça et tout» et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai eu des idées noires, hein. Bah oui. Tu vois? Je me disais: «Mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis censée porter la vie, c'est le plus beau moment de ça c'est un des plus beaux moments de ma vie et ça devient un cauchemar». Et heureusement, tu as eu cette force de caractère Ouais, de t'opposer et de signer cette décharge et de partir, quoi. exactement. Incroyable. Ouais, donc j'avais que 20, j'avais 23 ans quand j'ai eu Milan, donc j'étais encore jeune, mais j'avais déjà pris un petit peu en maturité par rapport à ma grossesse d'avant et je m'étais renseignée. Donc toute seule, j'ai compris ce que j'avais toute seule, sans parce que ma gynéco, quand j'en ai parlé, elle connaissait pas. Ah non, pas du tout, ça n'existe pas même. D'accord, je l'invente. Alors que c'est une maladie qui est reconnue. C'est une maladie reconnue, tu le tapes sur internet et Elle existe. elle est voilà, elle est Elle existe répertoriée. depuis le Bien XXe sûr. siècle, hein. Depuis le XXe siècle et depuis le XXe siècle, on a arrêté d'enfermer, les femmes dans ces chambres noires. Donc, mesdames, qui nous écoutent, si ça vous arrive, si on vous dit, «C'est la solution», sachez que non, Ah c'est faux. ah non, C'est faux. c'est juste parce qu'en fait, ils sont mal renseignés sur la maladie. En fait, je pense aussi que comme ils savent pas la soigner et qu'ils savent pas, en fait, d'où elle vient cette maladie, il y a un gros point d'interrogation sur cette maladie. Bah, du coup, comme ils savent pas quoi faire, ils se disent: «Bah, au moins, elle fera pas de bruit, quoi. Elle nous dérangera pas dans notre, C'est ça, exactement, elle nous dérangera pas». exactement. C'est incroyable. Ouais. Et du coup, pardon, je t'ai coupé, mais pour en revenir à ce qu'on disait, par rapport, du coup, à tes bébés, prématurés et notamment, à Milan. Comment va Milan aujourd'hui? Milan va bien. Il va bien, il a son suivi qui s'est arrêté, hein, donc il a eu 11 ans. Il a été suivi jusqu'à ses 6 ans, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il va bien. Il va bien, mais c'est un petit garçon qui est, j'aime pas dire à part, mais qui je dis dans son monde, tu vois? Parce qu'il est hypersensible, parce qu'il a ce vécu-là, parce qu'il est resté 72 jours à l'hôpital sans sa maman, sans son papa, même si on venait le voir régulièrement, hein, tout le temps, enfin tous les jours j'y étais. Mais il a dormi entre les machines, les bruits, pendant un laps de temps
Et puis, il a quand même cette dilatation qu'il faut que je fasse contrôler. Voilà, pour voir si et puis moi, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur par rapport à sa tête. Et déjà, depuis tout petit, son frère, j'ai fait attention, il faut pas qu'il se fasse mal, il faut pas qu'il se cogne, il faut pas, tu vois, et encore aujourd'hui, à ses 11 ans, j'ai toujours peur qu'il lui arrive un truc à la tête, quoi. Et comment ça se passe à l'école, du coup? Est-ce qu'il a des copains? Est-ce qu'il Alors, il a des fréquente copains, ouais, 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 il a des copains, mais Milan, c'est un petit garçon qui se laisse faire quand même, tu vois? Qui a pas c'est un vrai gentil, mais il a cette peur en lui et je pense que c'est lié à ce qu'il a vécu, de s'être retrouvé tout seul quelque part et il va jamais à l'encontre de ce que disent les gens, même s'il est pas d'accord, il a toujours peur de faire de la peine à quelqu'un, tu vois? Mais il a des copains, hein, il a des copains, mais il est dans son monde, quoi. Il peut jouer avec ses copains dans la cour de récré, puis d'un coup, tu le vois plus, il va jouer dans un coin tout seul, quoi. Est-ce que c'est pour ça que tu l'exposes moins sur les réseaux que tes autres enfants? Alors je l'expose moins parce qu'il souhaite que je l'expose moins. D'accord. Voilà. De temps en temps, il me demande: «Maman, je veux faire une vidéo avec toi et tout», il y a pas de souci. Maintenant, s'il le veut pas et c'est comme pour mes 4 enfants, pas pour les 3 autres, s'il le souhaite pas, j'ai aucun problème avec ça, quoi. Donc c'est pour ça, ça me fait doucement rire quand sur les réseaux sociaux on me dit: «Ah mais tu préfères ton grand parce que tu es proche de ton grand». Non, j'aime mes enfants de la même façon, les 4 de la même Bien façon. sûr. C'est simplement que mon deuxième n'a pas envie forcément d'être exposé, donc je n'irai jamais contre, ce qu'il souhaite, quoi. C'est tout. Puis on sait, les réseaux, c'est un monde méchant. Donc, Mais bien sûr. s'il est hyper insensible et cetera, Voilà aussi. pour lui, c'est difficile à gérer Ouais. peut-être. Donc voilà, donc c'est ouais, concernant Milan, non, il va bien. Aujourd'hui, franchement, il va bien. Mais c'est bien parce que ça donne aussi de l'espoir aux mamans qui ont accouché aussi préma, qui ont peut-être elles aussi connu la réanimation, la néonate et du coup de voir que là ton garçon va bien, Ouais, en fait. Il va franchement, bien. ouais, il va bien. C'est ce qui compte. Alors, peut-être que c'est aussi son tempérament, peut-être que c'est son vécu, Aussi, peut-être ouais, que ouais. c'est son histoire, mais peut-être que quand il sera adulte, il fera une force de cette histoire Oui, aussi. bien sûr. Et d'ailleurs, j'en suis convaincue, en fait. Il en fera forcément une force. Est-ce que des fois, tu as eu l'impression de pas fini? Moi, en tout cas, je reçois souvent des mamans au cabinet qui ont accouché prématurément. Elles disent: «Mais j'ai pas fini, en fait. J'ai pas fini ma grossesse. Je suis pas allée au bout du truc, quoi». Moi, je ne suis jamais allée au bout d'aucune de mes grossesses. Donc j'ai eu 3 grossesses, parce qu'après j'en ai eu la mère. Tes jumelles. Ouais, et je ne suis jamais allée au bout. Et est-ce que J'ai tu as eu jamais ce sentiment? Ouais, ouais, bon après, très honnêtement, c'est terrible ce que je vais te dire, mais j'étais contente de pas aller jusqu'au bout dans l'état où j'étais, tu vois? Après j'ai cette culpabilité-là d'avoir accouché trop tôt, oui, mais humainement, quand j'accouche, c'est une délivrance, quoi, tu vois? Donc je me serais pas vue, tenir jusqu'à 9 mois. Je sais pas où j'aurais été, hein, franchement. Parce que en fait, il y a pas vraiment de mots à mettre dessus parce que c'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie de la grossesse, ouais. Et quand tu es tombée enceinte, du coup, de tes jumelles, comment tu l'as vécu? Parce qu'avec tout ce que tu as vécu Ouais, avant, avec tes 2 enfin, les 2 prématurés, mais surtout avec, Milan, la chambre noire et bien sûr. cetera, comment tu as vécu ça? Hem, alors moi, je dis toujours que, on n'oublie jamais, tu vois, ce qui s'est passé. J'ai jamais oublié ce que j'ai vécu avec Milan, mais le fait de vouloir refaire encore un enfant, j'avais oublié l'intensité de ce que c'était, la maladie. Parce que c'est vraiment quand je le vis, que je le ressens. Après, une fois que ça passe, j'ai eu les jumelles 3 ans après Milan, donc tu oublies. J'ai ce traumatisme, j'oublie pas, pardon, j'ai ce traumatisme de l'enfermement, mais j'ai un recul sur tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on voulait un 3e enfant, mais je me suis dit: «Si je fais un 3e enfant, je suis accompagnée. Je veux un gynéco qui soit au courant de cette maladie, qui m'épaule du mieux qu'il peut, qui soit là et qui comprenne ce que je vis, parce que sinon j'en fais pas». Parce que tu savais que tu allais de nouveau avoir cette maladie. Est-ce que Oui. c'est obligatoire? Tu aurais Bah, pu écoute, peut-être ne pas la faire? en tout cas, c'est une maladie hormonale de grossesse et moi je l'ai à chaque grossesse. Donc je pense que pour moi, pour mon cas, oui, c'est Oui, chaque même si tu grossesse. avais une nouvelle grossesse, Ouais, si ce je pense que ce serait la même chose, ouais. Ouais, ouais, et du coup, je me suis renseignée et je suis tombée sur un gynécologue ici sur Nice qui s'appelle docteur Vélémir, qui est juste extraordinaire et vraiment je tiens à le soulever et pour toutes celles qui sont, en tout cas dans mon cas, qui vivent ici, allez-y les yeux fermés parce que, moi je dis toujours qu'il m'a sauvée. Il m'a sauvée. À l'époque, j'habitais en Belgique avec le père de mes enfants et j'ai trouvé d'ailleurs là-bas, docteur Smet aussi, une dame, extraordinaire qui connaissait la maladie, donc qui est rentrée en contact avec mon gynéco de Nice parce que je vivais en Belgique, mais je voulais accoucher à Nice. OK. Voilà, et à 9 semaines de grossesse, je ne savais pas encore, que j'attendais des jumelles. Je me souviens encore, j'étais dans le lit avec, le père de mes enfants, je lui dis: «Je veux avorter.
je ne tiendrai pas. Ça fait 9 semaines, mais parce qu'en fait, c'était double hormone de grossesse. Mais je le savais pas. Puisque du coup, vu que c'est hormonal, quand tu as des jumeaux ou une grossesse multiple, la maladie est d'autant plus difficile et c'est doublement difficile. Donc là, tu as eu le double de ce que tu as vécu précédemment. Et j'ai dit à mon ex-conjoint, il faut que j'avorte. Parce que je pensais que j'avais qu'un bébé à l'époque, c'est soit moi, soit lui. Je ne tiendrai pas. Et donc il m'a soutenue, il m'a dit: «Non, non, tu vas y arriver». Voilà, j'avais le soutien de ma mère, mon frère, mon père à l'époque qui était encore là. J'ai été très soutenue par ma famille et par les gynécos que j'ai trouvés, spécialement pour cette maladie. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont préconisé, ces gynécos? Alors, déjà, ils m'ont donné, du Donormil, d'accord? C'est quelque chose qu'on prend sans ordonnance, à petite dose, hein, qui me permet d'avoir beaucoup moins de nausées. Et j'étais très nauséeuse parce que ça va avec la maladie, hein, ça va avec l'hyperémèse, hein. Voilà, ils m'ont autorisée à prendre vraiment, ce que je souhaitais. Des fois, tu sais, ils te disent: «Ouais, il faut faire attention pour le diabète, pour ci, pour ça». Moi, la seule chose, enfin, qui passait, qui me faisait du bien, c'était le coca, alors que je détestais ça. Et ben, ils me disaient: «Buvez-en tant que vous voulez». Tu vois? En fait, ils allaient vraiment dans mon sens parce qu'ils savaient que c'était ça ou rien, quoi. Voilà, ils étaient très à l'écoute. Ils m'appelaient, enfin, maman gynéco, j'avais son numéro, ils m'écrivaient, ils me prenaient de mes nouvelles. Rien que le fait de se sentir soutenu parce que cette maladie, en elle-même, tu peux pas la soulager quelque part, tu vois? Mais tu as ce soutien à côté qui t'aide à tenir, en fait. Bien sûr. Moi, nombre de fois où, mon gynéco de France, je l'ai appelé en lui disant: «Il faut que vous m'accouchiez parce que je vais y rester». Voilà, et j'ai encore des messages de lui où il me dit: «Mais non, vous êtes forte, vous allez tenir, pensez à vos bébés», enfin, tu vois? Et rien que ça, tu te dis: «OK, allez, tu tiens et un jour de plus et un jour de plus». Et à 3 mois de grossesse des jumelles, donc déjà, j'ai appris que c'était une grossesse gémellaire, donc j'ai compris pourquoi c'était d'autant plus difficile. Et comment tu l'as vécu, ça, déjà, quand tu as su que c'était des jumelles? Alors quand j'ai su que c'était 2 bébés, j'ai paniqué. Parce que je me suis dit: «C'était pas prévu au programme, j'en ai déjà 2, heu, OK». Et par rapport à la maladie, je me suis dit: «OK, là, Mathilda, tu vas souffrir. Tu vas souffrir». Et ça a pas loupé. Ça a pas loupé parce que ça a été, alors celle de Milan a été très difficile parce que j'ai eu cet enfermement. Mais celle des jumelles, alors celle de Milan, j'ai le plus où j'ai vomi, je crois que c'était une trentaine de fois, 30-35 fois, par jour. Les jumelles, j'en ai eu jusqu'à 58-59 fois par jour. Waouh! Et nuit? Ah oui, jour et nuit, bah, ouais, sur 24. Et puis c'est Souffrance. sans arrêt. Je n'ai jamais eu un jour de répit, jamais. Donc si tu veux, vu que ça engendre de la grande prématurité chez moi, puisque je vomis, je contracte et cetera, à 3 mois de grossesse, mes gynécos ont décidé de me faire un cercage. Donc ils m'ont opérée. Donc ça aussi, tu culpabilises parce que tu dis: «Ils vont me faire une anesthésie générale». Tu sais pas ce qui peut se passer, les bébés, tout ça, tu vois? Enfin, ils t'endorment tout le corps, voilà quoi, hein. Donc ils m'ont cerclée pour pouvoir les garder au maximum. Et Et tu étais alitée après? ah, j'ai été alitée. J'ai été alitée pendant, Et tu avais déjà 2 autres enfants? j'avais déjà 2 autres enfants. J'étais alitée, j'ai accouché au mois de juillet des jumelles. À partir du mois de mai, j'étais alitée. Pendant 3 mois non-stop. Hem, à 6 mois de grossesse, un jour, j'étais chez ma maman et puis je me lève, on était à la piscine, je me lève. J'avais du sang partout, je suis partie à l'archer en urgence, grand préma. En fait, elle poussait tellement sur le col à force de vomir qu'elle était en train de me déchirer le col. Donc j'ai été hospitalisée 10 jours pour elle. Bon, ça, c'était vraiment dans le cadre des problèmes que j'avais. Donc ça s'est bien passé et tout ça. Ils ont réussi à me stopper les contractions, tout ça. Donc je suis rentrée à la maison et j'ai réussi à tenir, 7 mois et demi. Et j'ai dit à mon gynéco, je me souviens encore, c'était lors de la coupe du monde 2018. Il me semble que c'était en Russie que ça se jouait. Il était là-bas, il me répondait jour et nuit et je lui disais: «Docteur, il faut m'accoucher, je vais y rester». Je vais y rester. Psychologiquement parlant, je devenais folle. Là, pour le coup, j'étais, en fait, tu sais plus, tu as pas d'issue. Tu as pas d'issue à cette maladie et tu te dis: «Quand est-ce que ça va s'arrêter?» Et les jours sont tellement longs parce que c'est jour et nuit que tu te dis: «Quand est-ce que ça va s'arrêter?» Et en fait, ça s'arrête seulement quand tu accouches. Donc tu as qu'une envie, c'est d'accoucher. Et je lui disais: «Mais là, ça y est, elles font 2 kilos, est-ce qu'on peut l'accoucher?» Et il m'envoyait une sage-femme tout le temps, enfin, qui venait me faire des monitos, qui me rassurait, enfin, extraordinaire. Il m'a suivie vraiment du début à la fin et il m'a enlevé le cerclage à 7 mois et demi et j'ai accouché, le jour même de il a même pas eu besoin de me déclencher ou quoi que ce soit. Ah mais non, elle poussait tellement et tout que j'ai accouché, il me l'a enlevé à 9h, à 17h, j'accouchais. Et là aussi, néonate, du coup? Alors là, non, elles sont restées en couveuse avec moi, enfin en couveuse en chauffant, en berceau chauffant, pendant 10 jours. OK. Elles avaient un bon poids, mais tu vois, j'ai été bien pris en charge. Et ouais.
Et fatalité, elles étaient 2 et c'est celles qui ont tenu le plus longtemps. Alors que les jumeaux, c'est là où tu as de la prématurité, plus facile qu'un enfant, entre guillemets. Elles ont tenu le plus longtemps et c'est celles qui ont eu le moins de problèmes. Et est-ce que parmi tous ces gynécos, il y en a un qui t'a proposé un accompagnement psychologique? Oui, ma docteure Vélémir m'a dit, hein, si besoin, tu peux voir quelqu'un, tu peux voir une psychologue et même après et cetera. Mais j'ai toujours refusé. Non pas parce que ça n'aurait pas été bénéfique pour moi, mais parce que, j'estimais que j'étais en capacité d'assumer, ce qui était en train de se passer. OK. Voilà. Je l'ai voulu, surtout la 3e grossesse, je savais que ça allait se passer comme ça. Bon, je savais pas que j'attendais des jumeaux, je savais pas qu'il y en avait 2 et je savais pas que ça allait être doublement difficile, mais je savais à quoi m'attendre. Sauf que, j'avais pris du recul sur ça, j'avais pris de l'âge, il s'était passé 6 ans entre mon premier et mes jumelles. J'avais mis des mots sur ma maladie, voilà et j'avais encore plus de soutien donc voilà. Ça a été la plus difficile, mais c'est contradictoire parce que ça a été la plus facile, tu vois? Parce que tu Au niveau psychologique, voilà. Au niveau psychologique, ça a été la plus facile pour moi. Et peut-être que dès le départ, pour tes grossesses précédentes, si tu avais été accompagnée psychologiquement et comprise, peut-être que tu aurais mieux vécu, tu Mieux penses? vécu. Ah mais c'est sûr, c'est certain. Physiquement non, parce que c'est physiquement personne peut rien y faire. Psychologiquement, je l'aurais mieux vécu. Ouais. Alors c'est très personnel, ce que je vais dire, mais je suis convaincue que si tu étais un homme de 1,80 m, 100 kilos, qui vomissait 50 fois par jour, on t'aurait dit: «Oh mon pauvre monsieur, on va trouver ce que vous avez et puis on va vous soigner, quoi». Ça m'étonnerait qu'on l'aurait enfermé dans une chambre noire, pendant jamais, oh. Jamais. Je trouve ça incroyable. Ah ouais. Non, c'est une pratique qui malheureusement existe encore et qui est trop banalisée par le corps médical quand ils sont pas au courant de ce que c'est vraiment et ça devrait pas exister. Oui, parce qu'en plus, ça révèle de l'incompétence de leur part, Complètement. parce que c'est eux qui ne connaissent pas la C'est ça, maladie, c'est ça. plutôt que d'adresser et de dire: «Je suis pas compétente». Ça arrive, enfin, Oui, ou alors, voilà, je te mets avec quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe. Mais bon, moi, je trouve ça quand même très grossier d'être gynéco, d'avoir fait des études pendant de longues années et de ne pas connaître les maladies de la grossesse. Quelles qu'elles soient, même si c'est quelque chose qui est nouveau, même si c'est et encore que c'est pas nouveau, ça date d'il y a longtemps, hein. mmh mh. Et les mots, ils ont été posés. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enceinte de Milan, cette maladie existait, tu la tapais sur internet, elle sortait. C'est pas un truc que j'ai inventé, tu vois? C'est incroyable. Donc Et cette gynéco, tu peut-être voulu avoir un recours contre elle ou faire quelque chose pour te faire entendre? non, jamais parce que déjà quand j'ai accouché, ma priorité c'était Milan. Bien sûr. Avec tous les soucis qu'il a eu, elle m'est passée complètement à côté. Donc j'ai plus jamais voulu en entendre parler. D'ailleurs, elle a jamais pris de mes nouvelles non plus et mais c'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu la même chose que moi avec elle. Oui, Mmh. et elle consulte encore et elle travaille encore? Elle consulte encore et bien sûr, bien sûr. Ça à la limite, je dirais que j'ai pas envie de remettre en cause, son métier dans l'intégralité. Parce que peut-être que c'est une bonne gynéco pour accoucher et tout, il y a pas de souci, tu vois? Mais en tout cas, pour mon cas personnel, elle a pas été à la hauteur. Bah, disons que ça a été de la maltraitance, Ouais, gynécologique, quoi, ouais. clairement. À quel moment tu vas enfermer une maman qui vomit? Ça fait d'elle une maman qui rejette son enfant, c'est quoi l'histoire? C'est très vieille école, quoi, c'est la médecine, du 19e siècle. C'est grave, c'est grave. Moi, je trouve ça grave et c'est pour ça que je suis très contente d'en parler aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ne sont pas au courant de ce qu'elles vivent et qui banalisent ça comme moi au début, tu vois? Avec Myron où je disais: «Ben, voilà, ben, je vomis, OK, c'est difficile, on va tenir et tout», mais en fait non, c'est pas normal. Non. Il y a quand même un accompagnement, il y a quand même, après je sais qu'il y a un autre médicament qui s'appelle le Cariban, si je te dis pas de bêtises, qui fait aussi, effet sur certaines femmes plus que sur d'autres pour cette maladie. Donc il y a quelques médicaments qui sont quand même recommandés, dont un sur prescription, si je te dis pas de bêtises. Donc il faut quand même consulter, il faut se renseigner et avoir un bon gynéco, qui est au courant de tout ce qui se passe. Mais c'est ça, en fait, Ouais. je pense qu'il faut pas avoir peur de changer de gynéco. Ah non, voilà. Parce que chaque grossesse est différente. Les compétences de l'un ne sont pas forcément les compétences de l'autre. C'est ça. Et donc, voilà, il faut aller vers la personne qui Voilà, est plus compétente. exactement, qui a vécu ça et qui, et ouais et non, moi franchement, j'ai été très, très bien accompagnée pour ma dernière grossesse et heureusement parce que en soi, c'était la plus difficile si tu veux, hormonalement parlant, quoi. Et à chaque fois, du coup, comment est-ce que tu as vécu tes postpartum? Parce que j'imagine que déjà, tu es passée de 2 à 4 enfants. Ouais. Alors je pense que j'ai fait une petite dépression parce que j'étais tombée à 46 kilos quand même, hein. Moi qui fais un poids entre
50, 52, tu vois. Je suis pas très grande en plus, donc j'étais rachitique. Mais parce que j'avais le temps de rien. J'avais mes garçons qui avaient 4, non. Maëlan avait 5 ans, Milan avait 3 ans, et les jumelles venaient de naître. Donc j'étais toute seule en Belgique en plus. Et donc j'avais pas le temps de manger, j'avais le temps de rien. C'était vraiment tout pour mes enfants et j'étais complètement consacrée à eux. Donc je me suis complètement oubliée. Et je pense que j'ai fait une petite dépression, mais plus de fatigue, tu vois. Parce que je pleurais pas. J'étais vraiment dans un robot, en fait. Tu vois. Et avec du recul, je me dis, Mathilda, tu mangeais même plus, quoi. Je mangeais pas, j'avais pas le temps de manger. Je devais faire un truc par jour, un gâteau, tu vois, ce qui me passait sous la main, quoi. Et mais par contre, j'ai complètement occulté le fait que quand j'ai eu mes enfants, je me suis consacrée à eux, enfin, je me suis concentrée sur eux, voilà, c'est le terme exact, et j'ai complètement oublié, j'ai fait abstraction de tout ce que j'avais vécu auparavant. Voilà, je me suis dit: «C'est fini, ça y est, c'est passé, Mathilda, tu as fermé le chapitre. Tu as souffert pendant cette grossesse, maintenant stop. Tu oublies, tu laisses de côté et tu te concentres sur ce qui est le plus important aujourd'hui et les enfants, quoi». OK. C'est beau d'avoir cette, résilience-là et de réussir à se reprendre en main aussi rapidement parce que le postpartum, on le sait, hein, chez les femmes, c'est un moment qui est complexe. Toi, en plus de ça, tu as été séparée à chaque fois de tes enfants précédents. Et en plus de ça, tu en avais 4 à gérer, donc j'imagine qu'être partout à la fois. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de te noyer dans un verre d'eau ou l'impression d'être à la fois partout et nulle part? C'est pas vraiment le terme, en fait, comme je dis, j'étais un robot. Tout était, tout était cadré, si tu venais chez moi, ma maison était en bazar parce que c'était pas ma priorité. OK? C'était toujours propre, mais il y en avait toujours partout parce que, j'étais seule avec les 4, parce que, mon ex-conjoint donc, il était parti en plus j'ai accouché le 23 juillet des filles. Il est parti 10 jours en déplacement au mois d'août. Donc je me suis retrouvée vraiment toute seule, les petites avaient 3 semaines, avec les 4 à la maison, à faire la rentrée scolaire, seule avec les enfants. En Belgique, pas de famille, tout ça. Donc, c'était toujours, en fait, j'allais toujours à l'essentiel. Tu vois? Toujours à l'essentiel, toujours je me suis jamais vraiment sentie sous l'eau, parce que je pense que j'ai cette force de caractère où moi, dès l'instant où je fais quelque chose, j'assume. C'est-à-dire que mes enfants, je les ai voulus, ils sont là, ils ont vécu des choses qui sont pas faciles. Donc, aujourd'hui, on va leur faciliter la vie et faire le maximum pour eux, tu vois? Donc, je me suis pas vraiment sentie sous l'eau et puis maintenant que j'ai pris du recul, où il s'est passé mon 1er fils il a passé 13 ans déjà. Les jumelles vont faire 8 ans la semaine prochaine et je me dis: «Regarde Mathilda, tu as fait du chemin, mais c'est passé tellement vite». Donc j'ai plus, j'ai cette période-là, postpartum ne me j'ai pas de mauvais souvenirs, pas du tout. J'ai un souvenir d'une extrême fatigue, ça oui, et je pense que quand je te dis j'ai fait une petite dépression, c'est parce que je dormais pas. En fait, ça vient vraiment de là, mais ça vient pas de ce que j'avais vécu auparavant. Tu des idées noires en postpartum? Pas du tout, pas du tout. OK. Jamais, jamais, jamais. J'ai vraiment, comme je te dis, occulté toute la grossesse, tout ce qui s'est passé avant. Parce qu'en fait, c'est tellement une délivrance d'accoucher. Et oui, c'est ça, en fait. Parce que c'est une délivrance pour toutes les femmes, tu vois? Mais d'autant plus pour celles qui souffrent d'une maladie, pour celles qui ont, je sais pas, la prééclampsie, qui ont du diabète, tout ça, tu te dis: «Bon, vite que ça passe parce que c'est pas une partie de plaisir». Moi, ça a été une délivrance à tel point que j'étais heureuse, bien sûr, d'avoir mes enfants comme tout le monde, mais j'étais doublement heureuse parce que ma maladie s'arrêtait. Mmh. Donc, je voyais que le positif dans ce qu'il y avait après et ce qui s'était passé avant, ça y est, c'était avant, c'est fini, ça ne reviendra plus, tu vois? Ouais. Donc, oui. Et du coup, à chaque fois que tu apprenais que tu étais enceinte, est-ce que tu avais cette appréhension ou alors est-ce qu'au contraire, tu te disais: «Bah, là, je sais que je suis enceinte parce que j'arrête pas de vomir»? Mais c'est comme ça que je l'ai su. OK. Dès le premier jour? C'est pas avec un test de grossesse, hein, c'est parce que je vomissais. Ah ouais. Et du jour où tu es tombée enceinte, tu te mets à vomir? Le jour où Jusqu'à ce que tu accouches? je suis enceinte, jusqu'au dernier jour. Sur la table d'accouchement, je vomissais encore avec le haricot, hein, en train d'accoucher. Et une fois que tu as accouché? C'est plus rien et tout passe. Toute la nourriture, toutes les boissons, tu revis. Ça, c'est important que tu le dises à celles qui nous écoutent, qui sont dans ça. Ah ouais, Ça se termine, enfin, je dis en ça, fait. ouais, c'est ça, c'est une délivrance, mais tu as l'impression d'avoir gagné au loto, quoi, tu vois? C'est la sensation que tu te dis: «J'ai gagné, ça y est, mes bébés sont là, tout le monde est vivant», hein, parce qu'il faut se le dire, tu as des grossesses qui se terminent mal à cause de ça et tu te dis: «Ça y est et je peux manger, je peux boire». En fait, tu as toujours, cette sensation de mourir de faim, de mourir de soif. C'est réel, tu te dis: «Mais en fait, tu bois, mais tu vomis, tu bois, tu vomis, tu manges». Non, même l'eau, ça passait pas, l'eau. L'eau qui est naturelle, où il y a rien de chimique dedans ou, rien. L'eau, ça passait pas. Donc, c'est une vraie délivrance et un vrai plaisir Oui. d'accoucher. Ah ouais, Oui. ça par contre, j'oublierai pas.
C'est peut-être pour ça aussi que du coup, tu voyais le côté positif du postpartum, c'est que tu avais l'impression que Ah oui, plus tout s'était ah, passé. c'est complètement. Mais c'est pas l'impression, c'est le plus dur était passé. Le plus dur était passé et pour moi, c'était que du bonheur après. Et pourtant, tu Donc, t'es c'est de la retrouvée avec 4 bébés dans un autre pays seule. seule, ouais. D'ailleurs, comment tu l'as vécu cette solitude? Hem, Après l'accouchement, tu veux dire? Quand Oui, je suis rentrée là-bas, oui. je l'ai pas mal vécu. J'étais tellement prise par mes bébés, par mes enfants, et puis comme j'ai vécu tellement le calvaire, le cauchemar avant, c'est pas grave, j'étais seule, mais je souffrais plus physiquement, tu vois? Donc c'est OK. Et puis je savais, hein, avec le père de mes enfants, avec le métier qu'il faisait, je savais qu'il allait partir. J'avais rien, c'était pas une surprise. C'était une vie qu'on avait comme ça depuis un certain temps, même avec les enfants avant, donc je l'avais déjà vécu cette solitude. OK. Mais puis au final, j'étais pas seule, hein, j'en avais 4 alors, Oui, tu vois? mais des fois, en postpartum, tu es entourée, mais tu te Tu te sens seule, ouais. quand Moi, j'ai jamais ressenti ça et heureusement parce Oui. qu'avec ce que j'avais vécu auparavant, surtout les 2 premières grossesses, surtout celle de Milan, qui a été pour moi la plus traumatisante. Heu, Heureusement que j'étais quand même entourée, ouais. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux parents qui nous écoutent, qui peut-être connaissent aussi la néonate ou la réanimation? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais leur dire que leur bébé ressent tout, tout et qu'il faut être présent le maximum de temps possible. Alors parfois, c'est compliqué quand il y a d'autres enfants. Je peux l'entendre parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Mais un bébé, ça ressent tout et ça prend vraiment la force des parents. Moi, Milan, je le voyais condamné et les médecins, m me l'ont évoqué quand même quand ils sont venus me trouver pour me dire que voilà, on savait pas ce que ça avait touché et cetera et je pense vraiment qu'avec tout l'amour qu'on lui a donné, avec les bonnes pensées, avec la présence qu'il y a eu, il s'en est sorti. Voilà et il faut pas hésiter surtout à solliciter le corps médical. Parce que alors moi, ils en ont eu marre de moi. Moi, c'était des questions à la seconde, j'étais là tout le temps, j'avais besoin de quelque chose, je tapais à la porte, il faut pas avoir honte, quoi. Voilà, on a besoin d'être quand on fait pas partie du milieu, néonat, réanimation, tout ça, il faut pas hésiter pardon, à solliciter et à demander, des explications, des protocoles, tout ce qui se passe après, un suivi et cetera. Il faut pas hésiter, quoi. Et il y a quelque chose que tu aimerais dire aux professionnels de santé? Alors oui, il faut écouter vos patients. Parce que peu importe, pourquoi c'est, déjà on a des ressentis, surtout en tant que maman. Il faut écouter son patient, il faut prendre en compte, les symptômes. C'est hyper important et moi, dans mon cas, avec l'hyper-MS gravidique, il faut pas, il faut pas en faire une banalité. C'est trop grave. C'est trop grave. C'est une maladie. Moi, je suis sur le groupe, comme je te disais, de Facebook. J'en vois passer des tonnes et des tonnes qui disent: «J'ai pas réussi à tenir, j'ai avorté». Voilà, Waouh! des tonnes et des tonnes. Ah ouais, ouais, mais je pourrais t'en sortir des témoignages, hein. J'ai pas réussi à tenir, les filles, j'en pouvais plus, voilà, j'ai mis fin à ma grossesse, Ah ouais. mmh. C'est très important, faut pas le prendre à la légère. Mmh. Ouais, Ouais, je comprends. voilà. Je comprends. Je pense que alors effectivement, c'est un accompagnement qui est à mettre en place par le gynéco, mais je pense que nous tous, professionnels de santé, les sages-femmes qui vont voir ces femmes-là, tous ceux qui vont croiser les chemins, même les pédiatres, en fait, devraient pouvoir dire: «Ça va passer». C'est ça, ça va aller. En fait, c'est ça. Comprendre que Il c'est y a une une fin. période. Il y a une fin. Il y a une fin. Exact, exactement. C'est une maladie où tu vois, par exemple, tu as une grosse gastro, tu vomis, Ouais, toute la journée et cetera, bah, tu sais que la gastro, tu vas pas ça l'avoir toute ta vie ça va passer et bah, là, alors effectivement, c'est beaucoup plus long, ça se compte en mois, mais ça va passer et ça va et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, presque se prendre un petit calendrier, se faire une croix, ouais, c'est ça pour, et puis il faut, visualiser la fin, quoi. être hyper bienveillant, quoi, parce que pour nous qui vivons ça, c'est très difficile. Psychologiquement, mais physiquement, c'est très difficile. Physiquement, c'est très difficile. Enfin, moi, à 6 mois de grossesse, j'avais pris 5 kilos pour Milan, mais je me gavais toute la journée, hein. Donc c'est un cercle vicieux parce que plus tu manges, plus tu vomis, forcément. Mais même si tu manges un petit truc, hein, tu vas vomir. Tu manges un bout de gâteau, tu le vomis. Tu vois? Et tu te sens mal toute la journée et tu es épuisé, tu as besoin d'être réhydraté, tu as besoin d'être, alors par contre, être hospitalisé dans le noir, enfermé, tout ça, c'est non, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Par contre, être hospitalisé pour te remettre en forme, c'est-à-dire, te donner, je sais pas moi, des vitamines, te perfuser pour te réhydrater, ça oui, c'est important. Oui, oui. Moi, c'est ce qu'ils ont fait pour la grossesse des jumelles, pardon, quand j'ai eu, ce problème-là au mois de mai. Ils m'ont réhydratée, ils m'ont donné ce qu'il fallait, j'étais dans le bon hôpital, j'étais bien prise en charge.
Mon gynéco avait déjà prévenu, il avait appelé l'hôpital en disant voilà, elle arrive. Enfin, tu vois, c'est tout ça, c'est tout ce cheminement qui fait que tu es bien pris en charge et que tu vis mieux les choses, même si c'est difficile. Et du coup, ton nouveau gynéco, quand tu lui as parlé de ton expérience passée, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a été outré. Il a dit bah, la gynéco que tu avais avant, elle ne connaissait pas cette maladie. Voilà. Après, il était outré, franchement. Et puis, j'en ai parlé à ma gynéco aussi en Belgique, à l'époque où j'étais là-bas, qui était extraordinaire aussi. Et qui, elle, a vraiment compris les choses. Elle m'a accompagnée, pareil. Je pouvais aller la voir quand je voulais. Elle me dit s'il y a un problème, vous m'appelez, vous venez, on va vous faire un cerclage. Et d'ailleurs, c'est eux deux qui ont fait en sorte de me faire ce cerclage. Mais tu vois, pour Milan, c'est pareil. Si elle avait été au courant de la maladie, j'avais accouché prématurément déjà de mon premier. Ils auraient peut-être pu me faire un cerclage pour Milan. Ça n'a pas été le cas. Voilà, et donc par l'expérience que j'ai eue des garçons, mes gynécos, ensemble, se sont concertés en disant: «Non, non, on lui fait un cerclage». Parce qu'on sait l'issue. S'il y a pas de cerclage, mes filles, elles seraient nées, regarde, à 6 mois de grossesse, elles poussaient déjà sur le cerclage, enfin sur le col et c'était en train de déchirer, donc elles seraient nées bien avant, c'est sûr et certain. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je t'ai dit, il y en a pour qui l'issue est fatale, parce qu'elles sont pas suivies, elles ont pas forcément ce cerclage et les bébés naissent trop prématurément. Tu vois? Et parfois pas viables. C'est ça qui est grave. C'est pour ça qu'il faut le prendre vraiment, vraiment en compte et vraiment au sérieux, quoi. C'est pas une maladie comme ça, où tu dis: «Oh juste tu vomis». Non, ça a de lourdes conséquences derrière. Ouais. C'est incroyable. En tout cas, ton parcours en tant que maman est incroyable parce qu'en plus de ça, je rappelle que tu es aussi maman solo de Oui. 4 enfants Ouais. et avec le sourire et Ouais, que tu toujours. sors que toujours. Donc, merci pour ton témoignage. Je pense que c'est un sujet qui est quand même assez tabou parce que, en tout cas, dans mon cadre, ce que je vois à travers ces histoires, c'est qu'après, j'ai beaucoup de femmes qui ont beaucoup de culpabilité et d'avoir accouché prématurément et d'avoir été enfermées. Et en fait, elles ont peur d'en parler parce qu'elles se disent: «Si les gens pensent que je suis folle, on va m'enlever mes bébés». C'est ça. Ah oui, c'est réel. C'est réel. Sauf que ça, c'est parce qu'elles ont pas été bien accompagnées, Exactement. tout simplement. Donc merci pour ton partage, merci. Avec grand plaisir, merci de m'avoir reçue. Mais avec plaisir. D'ailleurs, il existe des associations, notamment, une association qui s'appelle 9 mois avec ma bassine, qui accompagne les femmes souffrant de cette maladie et je suis très touchée par cette maladie donc si des femmes en souffrent, elles peuvent me contacter et j'offrirai des consultations gratuites pour les accompagner le temps de leur grossesse, pour qu'elles se sentent, entendues et écoutées parce que c'est important. C'est adorable et il y a aussi des livres, je tenais à te le dire. Il y a un livre qui s'appelle «L'hyper-MS gravidique et moi». OK, Tu peux le je ne trouver. connaissais pas. Ouais, sur Amazon et tout, c'est un petit livre pour l'expliquer aux enfants aussi qui sont avant. Tu vois? Pourquoi maman est comme ça, dans cet état et tout. Il y a quand même des choses qui sortent, au fur et à mesure, donc Je mettrai tous les liens, voilà. tout, pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir reçue. Et puis, dites-nous en commentaire, s'il y a d'autres épisodes et d'autres sujets que vous aimeriez voir. Au revoir, merci pour tout.